Pénurie de personnel, des enseignants débordés et à bout de souffle, des infrastructures vieillissantes, parfois vétustes. Le système d'éducation au Québec n'a pas la vie facile et les solutions pour lui redonner de la vigueur semblent difficiles à imposer. C'est le nouveau ministre Bernard Drainville qui a le mandat de remettre le réseau sur les rails. Il a présenté ses 7 priorités jeudi, admettant que les détails de plusieurs propositions restaient encore à venir. Je l'ai rencontré à Laval. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation du Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de vous être déplacé jusqu'à Laval. C'est un plaisir. Bon, 100 jours, ça fait un peu plus de 100 jours. 101 jours. 101 jours. Vous avez commencé votre mandat. Vous avez dit jeudi, lors de votre première conférence de presse, j'ai visité un paquet d'écoles, j'ai parlé avec des enseignants, j'ai parlé avec du personnel, des étudiants aussi. Qu'est-ce qui vous a, de tout ce que vous avez vu, entendu, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? La composition de la classe. Le fait qu'il y a de plus en plus d'élèves à besoins particuliers et que les besoins sont de plus en plus grands. Et ça a un impact sur le travail des enseignantes, enseignants, sur le personnel. Ça a un impact aussi sur le climat dans la classe. Et donc, ces enfants-là, besoins particuliers, donc difficultés d'adaptation, difficultés d'apprentissage. Dans certains cas, ils sont TSA, donc troubles du spectre de l'autisme. Dans d'autres cas, anxiété. Tout ça fait en sorte que la classe n'est plus ce qu'elle était et donc les enseignants ont besoin d'aide. Vous avez évoqué l'idée d'utiliser du personnel des services de garde, par exemple. On va appuyer, mais vous venez de parler d'étudiants, d'élèves qui ont des grands besoins. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas leur place dans la classe régulière. Je suis en train de dire que parce qu'ils ont des grands besoins, il faut s'en occuper davantage. Non, je ne vous dis pas, mais comment une éducatrice en garderie qui n'a pas nécessairement la formation, les outils pour gérer ça, comment est-ce qu'elle va contribuer dans ce contexte-là? Bien, si vous en parlez aux enseignantes, puis c'est ce que j'ai fait dans ma tournée, puis j'ai parlé aux éducatrices également, ils vont te donner des exemples très concrets. Mettons, un élève se désorganise. Actuellement, un élève qui refuse de suivre la consigne, qui se lève debout dans la classe ou qui, pour une raison ou pour une autre, a une réaction émotive, mettons. Bien là, la classe doit s'arrêter actuellement. Il faut que l'enseignante s'occupe de cet élève-là. S'il y avait un deuxième adulte, une deuxième adulte dans la classe, cette personne-là pourrait s'en occuper. Et les éducatrices, souvent, connaissent les enfants parce qu'elles sont au service de garde le matin, le midi et en fin de journée. Et donc, dans certains cas, à tout le moins, elles ont déjà eu un contact avec l'enfant. Donc, ce lien-là est déjà créé et donc, ça peut contribuer à l'apaiser. Il y a un lien, ça peut aider. Est-ce que c'est une solution temporaire ou une solution de transition? Je souhaite que ce soit une solution permanente. Ça va prendre des gens avec une formation, ça va prendre des spécialistes à un moment donné dans ce système-là. C'est-à-dire, il faudra voir, une fois que les éducatrices seront dans les salles de classe, est-ce que dans certains cas, il pourrait y avoir une formation d'appoint? Tu sais, on verra. OK, c'est comme ça que vous l'imaginez. Pas en disant, on va embaucher, on va utiliser ces ressources-là, en attendant d'avoir des éducatrices spécialisées qui viennent se joindre au mix ou... Bien, moi, je souhaite que les éducatrices en service de garde, je souhaite que ça devienne une solution permanente, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule solution. Il y a déjà des éducatrices en éducation, des TES, des techniciennes en éducation spécialisée, qui sont déjà dans les classes, pas tout le temps à temps plein, mais qui sont dans les classes, qui vont se promener, mettons, d'une classe à l'autre. Puis évidemment, ça ne remplacera pas les professionnels, comme les orthopédagogues, comme les psychoéducatrices, tout ça, mais c'est un ajout qui serait très important. L'intégration des élèves en difficulté dans la classe normale, oui. Ça c'est... Est-ce que ça pourrait être remis en question dans le processus de réflexion que vous avez entamé? Non. Le principe de l'intégration, on veut le conserver, mais on se rend compte que pour que ça fonctionne, il faut que les enseignants aient de l'aide. C'est pour ça que les aides à la classe, comme ça qu'on les appelle, deviennent si importantes. Ça ne veut pas dire, Daniel, que ça n'arrivera pas, qu'un élève peut juste pas rester dans une classe régulière. Et c'est pour ça que les classes d'adaptation scolaire existent. C'est pour les cas plus difficiles, plus exigeants, plus lourds. Et là, donc, dans les classes d'adaptation scolaire, ce sont des groupes plus petits
Et il y a même des classes spéciales. Ça existe encore, les classes spéciales. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Dans certains cas, l'intégration d'un élève à besoins particuliers n'est pas possible dans une classe régulière. C'est pas possible. Alors, il faut le faire, je dirais, avec jugement. Il ne faut pas en faire un dogme. Vous avez évoqué la volonté de modifier la formation universitaire qui mène à l'enseignement. C'est-à-dire, oui, ben, pour les personnes qui ont déjà un bac. voilà. Certains ont parlé d'une forme de nivellement par le bas. Pourquoi Formation à rabais, oui. Ouais. Ben non. Non, parce que j'ai consulté quand même des spécialistes en matière d'éducation avant de mettre cette idée-là de l'avant. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'une formation de 30 crédits, bien conçue, bien pensée, est suffisante pour permettre à un bachelier en français ou à une bachelière en mathématiques ou quelqu'un qui a un bac en histoire ou en géographie, peu importe, avec une formation d'appoint de 30 crédits, cette personne-là a ce qu'il faut pour se retrouver comme enseignante avec le brevet d'enseignement dans une salle de classe du primaire ou du secondaire. Rappelez-vous, Daniel, que ça a déjà existé. Ceux qui me proposent, ceux qui me disent la maîtrise qualifiante actuellement, le 60 crédits, est trop long, trop lourd, ils me disent, rappelle-toi que ça a déjà existé un certificat en pédagogie de 30 crédits. J'aimerais vous entendre sur la qualité du français. On en a abondamment parlé cette semaine. Oui. Il semble y avoir un énorme problème de qualité du français des gens qui graduent de haut niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme pour tenter de ramener ça à un niveau acceptable? Alors, je suis très inquiet de ça. Je suis très inquiet, en fait, de l'état du français écrit. Et donc, je suis en réflexion sur les moyens qu'on va prendre pour corriger cette situation-là, mais chose certaine, la situation actuelle ne peut pas Ça passe perdurer. par quoi? Je Ça sais que ne vous êtes peut en pas réflexion. perdurer. Ça ne peut pas perdurer. Ça passe par quoi? Qu'est-ce qui peut être fait à court terme Bien, qui devient une solution? c'est une bonne question, là, puis je veux pas m'avancer parce que je suis pas encore prêt à conclure. Je suis encore en train de réfléchir, puis je suis encore en train d'aller chercher de l'information pour être certain de prendre la bonne décision. Mais est-ce que je ne suis pas prêt encore à annoncer quelque chose de précis là-dessus? Là? Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un travail, qu'un enseignant soit limité dans le nombre de points qui peut être retiré d'un travail quand il y a des fautes de français? Est-ce que ça pourrait être une solution? Ça fait partie de mes réflexions. De la même façon que un exercice dans le cours de français devrait faire l'objet d'une correction au niveau des fautes d'orthographe, fautes de grammaire. C'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'un exercice dans le cours d'histoire devrait aussi faire l'objet d'une correction au niveau des fautes de français, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Tu me remets un travail, alors là, est-ce qu'il faut toujours aller dans la sanction? Est-ce qu'il faut toujours dire, pour tant de fautes, je t'enlève tant de points? C'est là qu'il faut réfléchir là, avant, parce que là, dépendamment du niveau où on part, si on commence à enlever des points pour chaque faute d'orthographe ou à chaque 5 fautes ou 10 fautes, dans certains cas, d'après ce que je lis, d'après ce que j'entends, on pourrait se retrouver avec une note pratiquement de 0. Il ne restera plus de points. Là, voilà. Alors, à un moment donné, il faut quand même prendre le temps de réfléchir puis voir comment on amène ça. Mais actuellement, c'est pour ça que je vous dis, actuellement, je suis encore en train de prendre acte du problème, mais ce que j'entends, puis ce que je vois aussi, parce que j'en ai vu dans ma tournée des écoles, c'est pas rassurant au niveau du français écrit en particulier. Bernard Dréville, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. À la prochaine.